Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Adriana Velasquez-Berumen, qui est ingénieure biomédicale en charge des dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro à l'OMS, et à son collègue Luca Fontana, qui est consultant en charge des centres de traitement des maladies infectieuses dans le cadre du programme d'urgence de l'OMS. Adriana, si tu veux bien commencer. Merci. Oui, merci beaucoup Cathy, merci beaucoup à tous les collègues, Leroy et Tom, qui nous aident beaucoup à Humatem et AFMB. Nous sommes heureux de participer dans cet webinaire et dans le cadre de collaboration de la OMS avec les ONG, on a fait ce type de webinaire et aujourd'hui, je vais vous présenter à Monsieur Luca Fontana. Il va faire la présentation aujourd'hui parce qu'il est le responsable de le document qui s'appelle Centre de traitement d'infection et d'infection respiratoire aiguë. Et il est parti d'un groupe de collaboration. Nous travaillons toujours ensemble dans beaucoup de départements de l'OMS. Alors, je vous laisse avec lui et j'espère que l'information sera utile et je mettrai aussi les liens à ces documents dans le chat. Merci beaucoup. Alors, à Luca. Merci beaucoup Adriana. Sans perdre trop de temps, on va vite voir quoi sont les informations clés pour un centre de traitement COVID, pour une structure de COVID et quelles ressources sont disponibles aujourd'hui pour supporter les pays, les ministères de la Santé, les structures hospitalières sanitaires à mettre en place de façon correcte un centre de traitement COVID. Tout d'abord, comment on peut catégoriser, comment on peut structurer notre structure sur la base de la catégorisation des malades. Ça veut dire soit on peut avoir un centre où les malades sont divisés entre cas suspects et cas confirmés sur la base d'un résultat labo, ou quand pas possible ou pour des autres raisons stratégiques, on peut avoir une catégorisation par degré de sévérité. Ça veut dire qu'on peut avoir un service pour les cas bénins modérés, un service pour les cas sévères et un service pour les cas critiques. Les points communs entre les deux, c'est qu'il y a toujours une zone de travail réservée uniquement au personnel de santé. Ici, on voit sur un dessin technique un exemple de quoi pourrait être une structure de santé pour la gestion des cas de coronavirus, de COVID-19, sur la base de la catégorisation sur les degrés de sévérité. Comme vous voyez, en jaune, les points d'entrée pour les screenings, les triages, la première consultation médicale et les cas bénins, donc encore ce jour, les cas sévères et les cas critiques. Si on va plus en détail, on peut voir qu'il y a des zones dans une structure qui sont les mêmes dans toutes les structures, même si localisées de façon différente. On voit toujours qu'il y a une entrée des patients où on a les screenings, la salle d'attente, les triages, la salle de consultation et la salle d'échantillonnage avec la consultation médicale. Bien sûr, il n'y a pas toujours l'opportunité d'avoir un laboratoire interne, mais tous les patients suivent ce circuit. Ensuite, on a les services pour les cas bénins modérés, avec une salle de séjour court, une salle d'observation. Et après, c'est sur la base de la situation épidémiologique, des scénarios épidémiologiques que les pays sont en train de vivre, la décision est prise si garder les cas bénins et modérés ou de les envoyer à la maison pour un traitement à la maison. On a la salle des cas sévères, des salles critiques et toute la zone dédiée au personnel, avec leur entrée, les vestiaires, la buanderie et tous les côtés triage réservés au personnel, bien sûr les laboratoires, plus tous les autres services de support comme la morgue, la zone à déchets, la pharmacie, les stocks. Maintenant, sur la base de cette catégorisation, on pourra voir c'est quoi les autres différences. Vous voyez, il y a une différence sur l'utilisation des PP et des dispositifs de protection individuelle qui est fait, donc la sélection des dispositifs de protection individuelle s'est fait sur la base des risques. Donc, on sait très bien que
certains cas, les cas sévères et les cas critiques, sous traitement d'oxygène, il y a les risques de production d'aérosols. Donc, on utilisera plus un masque chirurgical, mais un respirateur. Ça, pourquoi? Tout ça, c'est donc la séparation des cas. Ça nous permet de choisir la mise en place de notre structure et sur la base de ça, on pourra identifier quel type de PPE utiliser dans chaque zone. Ça simplifie le choix des dispositifs de protection, ça permet une rationalisation de l'utilisation des PPE et une réduction des consommations. Et bien sûr, pour moi, du moment qu'il y a moins d'analyses à faire pour le personnel de santé, il y a aussi moins de risques en termes de risques d'infection nosocomiale par le personnel de santé. Une autre grande différence, c'est d'un point de vue de l'ingénierie. Ça veut dire qu'au moment qu'il y a les risques de production d'aérosols à cause des procédures d'oxygène, la ventilation qu'on doit assurer dans notre service, donc pour les cas critiques et sévères, ça correspond à 160 litres par seconde par patient. Donc, un réchange d'air important. Par contre, pour les cas bénins modérés où il n'y a pas le risque de production d'aérosols, les standards pour la ventilation se réduit à 60 litres par seconde par patient. Moi, j'utilise les litres d'air par seconde par patient. On pourra utiliser les air change per hour, donc les changements d'air par heure, qui c'est plus lié au volume des espaces qu'à les taux d'occupation réels. Mais ça, c'est un détail et les deux, ils peuvent être utilisés pour établir les standards. On a déjà parlé des circuits et ici, j'ai essayé de résumer les 5 étapes. Les 5 étapes nécessaires pour l'accès d'un patient à la structure sanitaire. Vous voyez, on a les screenings, les triages, la consultation médicale, donc un clinical assessment plus spécifique, plus détaillé, un échantillonnage ou pas, ça dépend de la capacité diagnostique du centre, et ensuite au service d'hospitalisation, qui, comme on avait déjà dit, pourra être les patients pourraient être catégorisés sur la base soit du test de labo, soit sur les résultats de l'évaluation clinique, comme cas bénin modéré, sévère ou critique. Un note très important, c'est que dans les COVID, on n'a pas un circuit unidirectionnel. Et je tiens à souligner ça parce que j'imagine, on a beaucoup parlé, beaucoup de formations sur l'Ebola ont été faites. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé sur ça, mais on ne doit pas rester bloqué sur ça. C'est sur l'Ebola, les circuits, c'est unidirectionnel. Pour le COVID, ce n'est pas la même chose. Un patient critique peut améliorer, devenir sévère, et ensuite bénin, modéré, et être déchargé ensuite. Et c'est le même pour les circuits de staff. On essaie toujours d'avoir pas seulement une zone dédiée au personnel sanitaire, mais aussi un circuit clair. Ça pour simplifier la gestion quotidienne des activités. Concernant les ressources disponibles aujourd'hui, vous pouvez trouver un manuel très pratique qui est publié sur la page web de l'OMS et disponible dans les liens ci-dessous, dans lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires, tous les standards minimums pour la mise en place d'un centre de traitement et d'un structure de dépistage, de screening. Ensuite, il y a aussi un cours en ligne sur l'installation des centres de traitement pour coronavirus, pour COVID-19, composé par 3 modules. Les premières, ça donne les principes généraux. Les deuxièmes, c'est un détail pour la mise en place pratique d'un centre de screening et un centre de traitement COVID. Et les troisièmes modules, je trouve très important pour la plupart des contextes, donnent des recommandations pratiques pour les réaménagements d'un bâtiment existant dans une structure capable de gérer des patients suspects ou confirmés de COVID-19. En plus, on connaît très bien la difficulté. Chaque
hôpitaux, chaque hôpital, c'est unique au niveau de la structure. Et donc, pour aider les hôpitaux, les ministères de la Santé, les petits centres de santé primaire, on a mis en place un service qu'on appelle Helpdesk. Celui-ci, c'est un service à distance qui fournit un support technique pour la construction de nouvelles structures, pour les réaménagements des bâtiments existants en installation de COVID, des soutiens ad hoc. Ça veut dire on veut ouvrir un laboratoire, on veut créer un centre de dépistage à côté d'un camp réfugié, on veut réaménager un bâtiment, un hôtel dans un centre de quarantaine pour les contacts. On peut offrir ce support à distance. On a besoin, bien sûr, d'avoir toutes les informations. Nous, normalement, on fournit un template avec les informations minimum nécessaires pour nous permettre de vous donner un support. Et ensuite, on développe un rapport technique qui sera partagé avec vous, toujours en passant par notre bureau pays ou régional, qui comprend pas seulement les designs techniques pour la construction ou les réaménagements, mais aussi une série de recommandations pour la gestion des centres. Comme vous pouvez voir ici, donc on pourra donner les supports techniques pour la mise en place, mais aussi pour l'utilisation, comme un détail sur la séparation des zones entre la zone des personnels et la zone des patients. Les types de PPE à utiliser par chaque ambiant, pour chaque zone. Les circuits. On donne des recommandations sur les circuits du staff, mais aussi les circuits des malades. La ventilation, donc les standards de ventilation assurés par chaque chambre, chaque bâtiment, chaque zone. Et ça, sur la base de votre structure. Vous pourrez nous partager les plans de votre structure, des photos, ou même un design fait à la main. Et sur la base de ça, on pourra travailler pour vous donner ce support. Et bien sûr, à part ça, on offre pas seulement toutes les informations techniques, mais aussi des images, des vidéos 3D pour faciliter la compréhension tant de la mise en place, mais aussi de l'utilisation de la structure une fois construite et terminée. Toutes ces informations sont disponibles dans cette diapositive, mais aussi vous pouvez trouver sur la page web de l'OMS, sur les manuels des centres de traitement du coronavirus, mais aussi dans les diapositives disponibles online sur les cours online. Merci beaucoup pour l'attention et je suis à votre disposition pour toute question. Alors, merci beaucoup, Adriana. Merci aussi à Lucas donc, pour vos contributions et surtout pour le partage de tous ces documents ressources et ces schémas-là qui sont bien utiles. Et je ne doute pas que les participants pourront faire appel au helpdesk. C'est très intéressant comme solution.